T'as l'impression de ne pas progresser en one-arm handstand et tu voudrais l'apprendre sans perdre de temps? Dans cet épisode, Courmel et Pierre nous parleront de cette figure mythique et nous donneront leurs meilleurs conseils. Tu pourras enfin apprendre le one-arm handstand sans perdre de temps et avec les bonnes méthodes. Moi, leurs conseils m'ont beaucoup aidé. Donc on t'invite à écouter le podcast et à t'abonner sur les différentes plateformes. Salut à tous, c'est Matt de Street Workout Athlete. Bienvenue sur le SWA Podcast, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Street Workout Athlete est une marque spécialisée dans le domaine du Street Workout. Pour en savoir plus, n'hésite pas à aller voir notre Instagram et notre boutique en ligne où on propose vêtements et accessoires pour les pratiquants. Tu peux retrouver tous les épisodes de podcast sur YouTube ainsi que sur Spotify et Apple Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Courmel et Pierre. On va vous parler du One Arm Handstand. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut les gars. Salut. Ça commence bien, ça commence bien. Oh, t'as dit que t'allais me présenter et au final tu dis juste salut les gars. Bah, les gars, c'est pas grave, on va laisser, c'est les aléas du direct. Donc salut les gars, et je vais présenter du coup cet épisode. Déjà, je vous remercie de participer à ce premier épisode où on va parler du One Arm Handstand. Et en plus, on est 3. Enfin, vous serez surtout 2 parce que moi, je suis en train de l'apprendre encore. Tu vois, je ne le tiens pas encore. Donc les gars, je vous remercie. Donc, premièrement, vous allez vous présenter. Courmel, à toi la parole. Ouais, merci à toi de m'avoir invité déjà. Moi, c'est Courmel sur Insta, Carmel Facella, j'ai 22 ans. Ça fait 4 ans que je fais du workout. Et à côté de ça, je suis président de l'association Yonko Dunkerque, donc une association spécialisée en street workout. Ok. Et toi, Pierre? Alors moi, c'est Pierre Duez, je suis de Marseille. Ça doit faire 3 ans que je fais du street. Et voilà, pas président d'aucune association, mais si on peut aider à pousser quelques projets, c'est avec grand plaisir. Ok, donc là, Voilà. On a 2 personnes quand même bien investies dans le street. Courmel, d'un point de vue associatif aussi. On peut le dire, Carmel, que Yonko, c'est quand même le plus gros club de street workout en France. Ouais, je peux pas m'élever à ce stade. Ouais, mais si, mais je le dis. On essaye d'être présent au max là, avec notre équipe, participer au maximum de compètes, des événements si possible. Là, le Covid, il nous complique un peu la tâche, mais au maximum, on essaye d'organiser des compètes, des petits rassos, des initiations, voilà quoi. On essaie franchement, lourd, c'est bien. Et j'espère que Pierre viendra nous voir dans le Nord pour une fois. Grave. Et qui ne pourra plus. Alors les gars, donc pour toutes les personnes déjà qui écoutent, enfin qui nous regardent sur YouTube, bien sûr l'épisode sera imagé, donc il y aura quelques images de Pierre et Courmel en plus. Pour les personnes qui écoutent sur Spotify, Apple Podcast, du coup, vous n'avez pas les images. Et puis là, on va commencer du coup. Déjà, avant de passer aux questions des internautes, parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai reçu une 30aine de questions. Bon, il y a quelques trolls. Après, il y a souvent les mêmes questions, mais on va essayer de répondre globalement quand même. Avant ça, vous allez nous raconter comment vous avez découvert cette figure, le One Arm Handstand, et qu'est-ce qui vous a poussé à vous entraîner là-dessus, parce que vous êtes quand même assez bon dans ce domaine. Okay. Je commence? Ouais, vas-y. Alors moi, au tout départ, c'est planche. J'ai travaillé la planche à mort. Ouais. Sauf que comme tu le sais, la planche, ça demandait énormément de force. Donc les moments où j'avais plus trop de jus, où j'étais un peu fatigué, je me suis dirigé vers le handstand parce que c'est un mouvement, je trouve, qui est beaucoup plus technique et qui demande un peu moins de force. Et entre guillemets, c'était un peu pour me reposer des planches. Okay. Et du coup, je partais vers le handstand. Et à force d'en faire, j'ai commencé à kiffer. J'ai commencé à travailler les one arm, quelques variantes, et puis c'est devenu un bon délire. Et c'est surtout par le biais de Lucas Populaire. Tu connais, là, il s'est dirigé complètement vers le hand balancing. C'est ouf. Et quand il commençait à travailler ça, je faisais des petites séances avec lui et tout, et j'ai plutôt bien kiffé, quoi. Ok, et déjà, le truc qui est bien, vu que tu t'attaquais déjà à la planche,
tu peux le placer dans les combos. Du coup, ça devient tout de suite Et ça, intéressant aussi. ouais. Pour les combos, bah, c'est un petit repos, tu vois. Qu'à la handstand, ça te demande un peu moins de force. C'est le moment où tu peux souffler un petit peu. À partir du moment où tu commences un peu à bien le Oui, gérer, quand quoi. tu le maîtrises, ouais. Ok. Voilà. Et toi, Pierre, du coup, tu as commencé le Alors, moi, handstand dès que tu as commencé le street ou pas? j'ai commencé. Alors, c'était nous à l'époque, on ne parlait même pas d'handstand, on disait marcher sur les mains quand j'étais tout petit. Et Ouais. notre but, c'était juste de marcher. Et puis, mon père faisait ça, donc j'essayais de faire ça. Puis, j'ai laissé tomber. Et puis, il y a 3 ans, j'ai repris. Et je me disais, putain, j'arrive à marcher, mais j'arrive pas à tenir sans bouger au niveau des mains. Ça a commencé là-dessus. Et puis après, j'ai rencontré Ali au Prado, avec qui on freestylait énormément, qui avait déjà de bonnes bases au niveau du one arm. Et je me suis dit, putain, j'aimerais bien avoir ce niveau-là. Et après, avec le Covid, ben, plus de freestyle, plus rien. Il fallait faire quelque chose à la maison. Moi, la force, c'était pas mon point fort. Et du coup, je me suis dit, allez, on va se la mettre à fond sur le one arm et puis on va voir ce que ça va donner. Et c'était échec sur échec. On prenait un temps monstrueux. On voulait abandonner tous les 2 mois. Et puis, avec le Covid, on a réussi à commencer à toucher du doigt le one arm. Et puis après, ça s'enchaîne assez vite. Et voilà où on en est aujourd'hui. Ok. Je vais vous poser une question qui n'est peut-être pas forcément dans les questions que j'ai sous les yeux là. Je ne sais pas si quelqu'un l'a posé, mais je vais la poser avant. Ça vous a mis environ combien de temps et avec combien d'entraînements par semaine vous avez réussi à avoir un bon one arm, c'est-à-dire le lancer 3 à 5 secondes à chaque fois, on va dire. Ça prend combien de temps? Euh, Environ, hein, quand même. alors moi, je pense que j'ai mis un bon 2 ans, en sachant qu'il y a une année où j'ai perdu un temps fou parce que bah, j'avais tous les défauts du débutant qui n'y connaît rien, tu vois. En fait, je faisais des lancers de bras et l'erreur de tout le monde, c'est de lâcher vite. Tu vas pas prendre son temps sur les doigts, les étapes, etc. Et je voulais vite lâcher. J'ai perdu un temps fou à faire des lancers bêtes comme ça. Et franchement, j'ai dû le taffer pendant 2 années, tous les 2 jours, mais vraiment bien Ok. concentré dessus, tu vois, un bon 20-30 minutes de ma séance dessus, quoi. Ok. Et est-ce que tu penses que tu aurais eu moins de temps si tu avais les connaissances d'aujourd'hui? Largement. J'aurais gagné un an, sûr et Ah ouais, certain. c'est ouf. Ouais, je Euh, pense. Après, musculairement parlant, j'avais déjà une base parce que je faisais du break. Donc, ok. mais c'était plus des sauts un bras, etc. Tu vois. Donc, j'avais la force, mais la technique, pas du tout. Et la technique, elle peut s'apprendre plus vite qu'en 2 ans, je pense, si on a les bons conseils. Ok. Et toi, Pierre, ça a mis combien de temps? Tu avais quand même des bases en handstand aussi? Ouais, alors avant de faire le one arm, moi déjà, mon but c'était d'avoir la meilleure des formes possibles en handstand parce que ça paraît con, mais tout ce qu'on gère pas en handstand, quand on veut passer sur un bras, c'est clairement ce qui va nous faire perdre du temps, mais un temps monumental. Et du coup, je pense que j'ai dû taffer ouais, bien un an et demi avant de commencer à avoir 3 secondes. Et après, juste par contre, au niveau du temps, pour moi, 3 ou 5 secondes, c'est pas forcément réussir à maîtriser le one arm. C'est D'accord. vraiment pour moi la définition, c'est de se dire, ok, je tiens, super, mais au moment où ça commence à tomber, si j'arrive à retrouver mon équilibre, là, je commence réellement à maîtriser. Ouais, je Mais si comprends. c'est juste tenir et voir que, un peu comme quand on fait des planches et qu'on fait de la négative, c'est pas maîtriser, c'est juste qu'on n'a pas encore la force nécessaire pour pouvoir tenir. Et c'est de se dire, le moment où j'arrive à bien bloquer le mouvement, là, on commence à parler de maîtrise. Ok, Mais ça globalement, marche. ouais, j'ai dû bien mettre ouais, un an et demi. Ok. Ouais, je disais 3 à 5 secondes parce qu'on va dire que c'est Ouais, c'est ce souvent qui est pendant. validé en compétition de street Exact. workout, tu vois. Après, 3 à 5 secondes vraiment statique, c'est sûr que si tu te mets et tu mets 3 à 5 secondes à tomber, bon, pour moi, ça, c'est pas validé, que ça soit dans le handstand Mhm. ou dans des figures statiques en général, Ah oui, complètement. c'est sûr. Ouais, ouais, non. Carrément. Euh, les gars, je pense on va passer aux questions directement parce qu'il y en a beaucoup Allez. et, je pense qu'on va changer à chaque question. Euh, Carmel, tu vas commencer à répondre et l'autre, ça sera Pierre qui va commencer à répondre. Et Ok, si quelqu'un veut compléter derrière, voilà, yes. quoi. Pas de souci. Euh, une question intéressante pour Pierre. Est-ce que Allez. Pierre a fait la vaisselle?
Ça y est, les trolls, ils commencent. Putain, c'est chic. C'est la première question que je vois. Donc, on va la passer. On va la passer. Ouais. Une question d'Alexis. Il nous dit, si on vient d'avoir le handstand, peut-on direct commencer à s'entraîner pour le one arm? Est-ce que tu peux commencer, Pierre, par exemple? Vas-y, répète juste la question. Il vient d'avoir le handstand. Il vient de Ouais. le maîtriser. Est-ce qu'il peut commencer le one arm direct? Faut voir ce qu'il définit par maîtriser. Si c'est maîtriser, c'est les 3 secondes, comme on disait pour les compètes, c'est clairement pas Ok. assez pour pouvoir essayer de tenir. Après, s'il a, je sais pas moi, entre 30 secondes et 1 minute, on peut peut-être commencer à essayer de voir, même pas forcément de tenir le one arm, mais essayer déjà de décaler, de comprendre un peu les positionnements, les blocages au niveau du bassin, tout ça. Mais ça va vraiment dépendre de sa définition de maîtrise au niveau du handstand. Il y a des prérequis, un peu comme les gens qui diraient il faut 10 tractions pour faire un muscle-up. Ok. C'est pas forcément la vérité, mais il faut quand même des prérequis pour pouvoir passer le one arm. Et le handstand avancé permet de le faire, mais un handstand classique où on est en banana ou ce genre de choses, ça nous fera plus perdre de temps qu'autre chose. Il vaut mieux bosser la posture qu'on a en handstand classique, et une fois que vraiment on voit qu'on maîtrise complètement le handstand, pouvoir déplacer après sur le one arm. D'accord. Caramel, tu es d'accord avec ça? Ouais, bah, je le rejoins à mort sur ça, hein. Pour moi, avant d'attaquer la one arm, le top du top, c'est d'avoir un handstand auquel tu sais jouer avec tes épaules. Le fait de savoir rester relâché, repousser et savoir passer de relâcher à pousser avec l'épaule au niveau des oreilles. À ce stade-là, pour moi, tu as suffisamment de force au niveau des épaules. Après, comme il a dit, les placements, ils sont importants. Le bassin, si t'es creusé et tout, c'est pas la peine d'aller déporter en one arm. Il faut un placement assez correct. Et voilà. D'accord. Bah, écoute, justement, là, tu me parles de bassin et c'est vrai que j'ai reçu énormément de questions là-dessus aussi. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Et, bon, tu me parlais aussi des épaules. Et justement, j'ai une question qui me demande des conseils pour taffer la mobilité pour le handstand. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut dire en mobilité pour le handstand, mais est-ce que tu peux commencer sur cette question, Carmen? Bah, la mobilité, il y a déjà la souplesse qui va jouer. Pour mon cas, D'accord. c'est l'un de mes défauts aujourd'hui. Je suis pas très très souple. Donc le top du top pour moi, c'est d'avoir un grand écart là en one arm. Tu t'amuses, c'est beaucoup plus simple. Mais moi, pour mon cas, je suis pas très très souple. Donc le top, c'est de travailler souplesse des poignets. Ça va t'aider. Tu n'auras pas de douleur pendant tes trainings, etc. Souplesse poignet, souplesse écart. Et après, souplesse au niveau des obliques, pour tout ce qui est flag, etc. Après, ça, c'est les variantes. Déjà, ça, c'est une bonne étape. Si tu es assez souple, tu vas un peu moins galérer. Et après, c'est le fait de le travailler pas mal contre un mur. Quand tu as un stand assez correct, tu te mets face au mur, tu fais des petits Ok. déports de poids, etc. Et ça, je trouve ça cool pour apprendre au début. D'accord. Bah, justement, ça sera la prochaine question à propos du mur. Mais est-ce que, Pierre, tu peux répondre à ça? Est-ce que toi, tu as des conseils pour la mobilité ou pour toi, c'est juste Ouais, alors, tryhard du one arm et sans travailler autre chose à côté? non, alors la mobilité, c'est super important. Et ça sera même important pour les mecs qui veulent travailler leur handstand et la forme du handstand. C'est avant de vouloir bouger tout ce qui est bassin, poignet. Qu'est-ce que c'est globalement? On tient sur nos mains très bien, mais c'est surtout le placement de notre épaule. Si on n'a pas une bonne mobilité au niveau de la flexion d'épaule et qu'on se sent vraiment bloqué, il y en a plein, on les voit en handstand, ils sont en banana parce qu'ils vont compenser leur bassin en arrière à cause de leur flexion d'épaule. Voilà, et ça, il y en a énormément. Donc, ce qui va être super important, c'est vraiment d'aller bosser la flexion d'épaule, de vraiment l'emmener droit pendant que je rentre le bassin pour vraiment bloquer, bloquer l'épaule et vraiment avoir la sensation d'étirement, de vraiment aller chercher le gain articulaire. Parce qu'on aura vraiment besoin d'être bien centré au niveau de notre épaule pour pouvoir avoir l'idée de comme un joystick où je peux tourner à droite, devant, arrière et gauche. Enfin, je peux vraiment aller dans toutes les directions uniquement si je suis déjà bien centré. Si je suis en légère flexion d'épaule comme ça, le problème, ça va être que mon joystick, il est déjà dans un sens. Donc, je vais pouvoir jouer énormément dans l'autre, mais alors dans ce sens-là, si à un moment je vais trop loin, je tomberai directement. Donc, le plus important pour moi, ça va être la mobilité d'épaule, et ça, c'est tout bête, et les exercices par rapport au mur, ça aide énormément. D'accord. Globalement,
c'est ce que je dirais par rapport à tout ce qui est souplesse avant même d'aller chercher le grand écart. Parce qu'un exemple tout bête, bon, plus les gens sont bons en one arm, plus ils sont flex, ça c'est sûr. Tous les mecs qui font du balancing, on les voit, on se dit, mais ils sont en hyper extension même de genoux. Ça va vraiment très très loin. Mais c'est de se dire, même si on n'a pas forcément la souplesse au niveau du bassin, on peut quand même tenir, entre guillemets, en trichant. Et ça se verra pas de face, mais énormément de profil. On aura le bassin qui est en arrière des épaules avec les jambes qui ramènent vers soi. Et c'est ce qui va t'amener sur, je pense, la prochaine question que tu vas poser par rapport au bassin, c'est de se dire que vu qu'on compense déjà avec le bassin par rapport à nos jambes qui ne sont pas très flex, ben forcément, on va avoir très souvent une jambe qui part un peu plus en avant que l'autre et du coup, qui va commencer à nous faire des rotations de bassin et qui va nous causer les 3/4 de nos échecs parce que le bassin tourne au moment où on lâche un des deux bras. D'accord. Super intéressant. Justement, vous avez évoqué tous les deux travailler contre un mur. Là, c'était une petite question. On va y répondre en quelques mots. Est-ce que c'est une bonne chose justement de bosser contre un mur? Ou alors, moi, ce que je pourrais rajouter, est-ce que travailler contre un mur, si on commence justement à travailler le one arm handstand, ou alors on peut en faire jusqu'à ce que, par exemple, après 6 mois ou 1 an d'entraînement dans les pattes, est-ce qu'on continue avec le mur? Pierre. Mais alors, pour moi, globalement, c'est super parce que même d'un point de vue kiné, vu que c'est mon métier à côté, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, quand on n'a aucune notion dans l'espace, de positionnement ou quoi que ce soit, le but, c'est d'avoir un contact. C'est de se dire, là, je touche le mur, ça me permet de savoir à peu près où je suis. Après, il y a les miroirs, tout ça pour s'aider, mais globalement, déjà, le mur, on sait quand on est bien positionné, quand on va le toucher. Donc, on va s'entraîner à toucher le mur d'une façon très précise, de savoir où je me place, de se filmer en même temps, ça, c'est quasiment devenu obligatoire. Mais c'est de se dire, voilà, pendant un certain temps, je touche, j'essaye de bien me placer en touchant. Et puis après, progressivement, on essaiera d'avoir le même placement que quand je touche et de réussir à éviter le mur, donc d'être très proche du mur, mais avec le même placement. Et là, on fera rentrer un peu plus tout ce qui est les notions d'équilibre ou quoi dans le one arm et donc de progresser dans le one arm. Mais ça, c'est clair et net que le mur, c'est super important. Il y en a plein qui touchent, par exemple, avec les talons et ils n'ont jamais touché le bassin au niveau du mur. C'est un truc tout bête, mais du coup, ça nous pousse à aller vers la banana, la mauvaise forme, et du coup, travailler et perdre énormément de temps parce qu'on ne travaille pas de base la forme classique d'une stand. Carmel, toi aussi, le mur? Tu as travaillé avec le mur, toi? Carrément avec Lucas, on a beaucoup bossé contre le mur. Alors au début, on partait un peu en le travaillant dos au mur, ce qui nous a amené pas mal de défauts. On tirait un peu lombaire, tu vois, à cause de ça. Après, on s'est renseigné, etc. Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup mieux de le travailler ventre face au mur. D'accord. Ça t'amène à avoir des bons placements avec toujours les pieds qui touchent le mur et épaules, ventre collés au maximum et ça t'aide à avoir un bon alignement. Et voilà, je trouve ça cool et franchement, c'est une très bonne façon de le bosser. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, même si tu es confirmé en one arm, ça aide toujours. Tu vois, Okay. Débutant comme confirmé, c'est pas mal à bosser pour les variantes, etc. Ok. Moi, de mon côté, c'est un truc que je fais pas, tu vois. Peut-être que je devrais le faire, mais j'aime pas. Moi, c'est un truc que j'aime pas. Après, je pense qu'il faut aussi te trouver l'exercice qui te plaît aussi. Sinon, tu n'as même plus envie de t'entraîner, tu vois. Moi, je suis directement vraiment le doigt sur le sol, tu vois, à tenir le plus longtemps possible et lâcher un peu, revenir. Ça va peut-être en parler des méthodes d'entraînement. J'avais une question à l'instant que j'ai perdue. Ah oui, voilà. Bon, là, ça change un peu de l'entraînement pour le one arm. C'est juste, on me demande l'ordre de difficulté entre le one arm handstand au sol, sur une brique, barre, donc je pense qu'il parle de barre fixe ou barre parallèle, donc push-up bar. C'est quoi votre ordre à vous? Alors moi, je dirais barre parallèle, je vais le mettre en plus facile parce que tu as la prise du dessous, tu as au-dessus et en dessous. Donc ça te laisse une un peu plus grosse marge d'erreur. Brique, c'est la même chose, c'est l'étape juste après. Tu as le dessus et le côté qui va t'aider. Et le plus chaud pour moi, c'est au sol parce que tu n'as que le sol, tu n'as que la face du dessus.
Et donc, ta marge d'erreur, elle est réduite de ouf. Donc, voilà. Ok. Et toi, Pierre? Pour moi, c'est ça. Eh ben, je suis le même avis. J'ai la même progression au niveau de sur quoi on pourrait faire le one arm. Et c'est vraiment une question qu'on se posait avec énormément de potes à moi, tous niveaux confondus, des mecs débutants jusqu'au gars qui tient une minute dessus. Et à chaque fois, c'est ce qui revient le plus. Après, de temps en temps, il y a des gars qui disent, ouais, moi, c'est le sol, le sol, le sol. Mais au final, c'est quand on regarde la personne, elle entraîne que le sol. Donc forcément, ça va vers le sol. Moi, nous, l'exemple qui est assez basique, et je pense que c'est vrai, c'est que vu que on a le freestyle, on a les planches, mine de rien, on est déjà sur des paras. Donc Ouais. déjà, forcément, pour Ok. travailler les figures de force comme de freestyle, on sait comment placer notre main. C'est-à-dire, on va pas casser le poignet, on va pas, voilà, on va essayer de le garder bien neutre. Alors que sur le sol, ça paraît bête, mais juste d'être les mains directement au niveau du sol, on est déjà en flexion dorsale au niveau de la main. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne peut plus aller plus loin que dans la flexion dorsale, on peut aller que à repousser dans le sol. C'est vrai. Donc, c'est comme l'exemple du joystick que je vous ai dit tout à l'heure. On est déjà bloqué dans un sens et on peut uniquement travailler dans l'autre. C'est Ok. pour ça où le sol, ça va être intéressant d'avoir beaucoup de force et de se dire, OK, au niveau articulaire, je suis bloqué au niveau de mon poignet, qu'est-ce que je peux faire? Ben, il ne reste plus que avancer ou reculer l'épaule ou alors d'autres compensations possibles, c'est flexion, extension de coude chez certains. Mais on va devoir compenser par autre chose pour pouvoir maîtriser davantage et donc du coup ça devient plus compliqué. D'accord. Bah, moi, je suis je pense que je pourrais être de votre avis, mais vu que je travaille que le sol, moi, je suis full Ouais. sol, tu vois. Yes. Ouais, Après, c'est quand pareil. je tente sur les paras à côté, je vois que je pourrais apprendre peut-être plus vite, mais j'aime pas ça. La sensation de la main complète au sol, pour moi, c'est la meilleure. Je kiffe ça. Je kiffe avoir la main complète au sol. Sur para, bon, je ne l'ai pas encore, mais comme vous avez dit, ça dépend de ce qu'on travaille aussi. Après, ça dépend aussi de tes paras. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont te dire para basse, para haute, les barres parallèles que tu peux avoir dans les parcs de street. Ça va jouer aussi Ça sur dépend du diamètre. voilà, le matériau de ta barre. Ok. Barre en bois, beaucoup plus facile. Rajouter de la magnésie, rajouter des bandes dessus. Enfin, il y a tellement de caractéristiques qui Et, rentrent en et- compte. Tu peux prendre et quelqu'un qui est aussi, très fort sur ses propres paras, tu le mets dans un parc et le mec n'existe plus. Il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. Après, plus tu es bon, moins les paramètres rentrent en compte, mais c'est l'idée. Ok. Carmel, tu voulais dire? ah ouais, après, ce qui joue aussi, je disais que c'était le plus facile, c'était sur para, mais il faut prendre aussi en compte l'écartement, parce que dans les parcs de street, Ouais. bien souvent, tes barres para, elles sont plus larges que tes épaules. Et du coup, là, ça va te demander un plus gros déportement de poids, alors qu'au sol, on peut aller rapprocher assez proche, et du coup, il y a moins d'efforts à faire, et de ce côté-là, ça peut paraître plus simple au sol. Ah bah moi, Voilà. je suis de cet avis-là aussi. Ouais. C'est ouf. Bon, là, j'ai une question vraiment générale. Et en fait, j'ai plein de petites questions qui se rapportent à ça, donc je vais vous les lire. Déjà, j'ai la question de Kalian qui demande, grosso modo, les étapes pour l'avoir. Bon, c'est bien gentil, mais on va en parler de toute façon. Donc, on va répondre à cette question. Et j'ai une question qui est intéressante aussi. On me parle des repères. Donc, est-ce qu'il y a des repères, en fait, mental et physique, genre avec les yeux? Il parle des yeux, par exemple, qu'est-ce qu'il faut regarder, ou au toucher, peut-être, quand tu commences le voilà. Voilà, pour aider à débloquer. On va commencer justement par les premières étapes. On prend un athlète qui maîtrise bien le handstand de base, qui veut commencer le one arm. Quels sont vos conseils? Est-ce que faut mieux commencer au sol, au para, ou alors on fait un peu comme on veut? Est-ce qu'il faut des supports à côté pour poser sa main, par exemple, avec les doigts, déplacement sur une épaule, tout ça? Est-ce que tu peux commencer, Carmel? Alors les étapes, moi je vais être hyper concret parce que c'est clairement comme ça que je l'ai bossé. Une fois que j'avais un handstand vraiment solide, c'était direct 5 doigts. Et en fait, Ok, je me fixais des paliers et des objectifs. Avec Lucas, on voulait faire 10 secondes sans bouger, peut-être le bassin qui bouge, mais je veux dire savoir se rattraper sans marcher,
10 secondes bloquées sur 5 doigts. Une fois qu'on a validé ce palier-là, on passait sur 3 doigts. Du coup, on allait chercher aussi les 10 secondes. Une fois que ça, c'est validé, on partait sur un doigt. Et là, bloqué 10 secondes. Et après, là, on essayait de décoller petit à petit, tout doucement. Et on a vraiment cherché à se mettre des paliers pour pas se précipiter, tu vois. Parce que comme je t'ai dit au départ, j'ai perdu beaucoup de temps à direct me mettre sur les doigts et lâcher ma main. Là, je me forçais à tenir, passer 3 doigts, passer un doigt, passer en one arm. Et ça m'a pas mal aidé. Après, sur ce qui est des supports, moi, personnellement, je suis pas très fan parce que quand tu n'es pas confirmé, utiliser des supports surélevés, que ce soit une barre, une brique ou peu importe, ça va donner un peu tendance à tirer l'épaule libre vers l'arrière et du coup décaler complètement le tronc. Et ça, souvent, ça fait perdre ton équilibre. Et je suis pas très, très fan de ça, tu vois. Après, il y a peut-être des manières, autres manières qui peuvent être pas mal pour ça. Et moi, j'ai toujours été au sol, concret de ouf. Les moments où mon bassin il tournait un peu, parce que ça, c'est le défaut qui arrive principalement quand tu passes sur 3 ou un doigt, ton bassin il commence à tourner légèrement. Et ben ça, la seule chose que j'ai à dire pour trouver ces repères, c'est de faire du mur et essayer de faire en sorte de céder de moins en moins du mur petit à petit, d'enlever la pression, faire ça de soi-même et bah voilà, c'est à force. Ok, donc ouais, les conseils que tu donnes, c'est vraiment ceux que tu as appliqués après. On ne peut pas appeler ça une erreur d'essayer tout le temps, d'essayer tout le temps, mais c'est vrai que ça fait perdre beaucoup de temps. Et je me rappelle avec Pierre dans le podcast, dans ton podcast, dans ton interview, on avait pas mal parlé de ça aussi. C'est de passer du temps déjà avec les doigts comme ça. Et moi, c'est ce que je fais, tu vois, et c'est comme ça que je progresse également. C'est vraiment, moi, je fais que ça. Après, je fais que ça. Je pense qu'il y a plein de choses à exploiter. Mais ouais, c'est pour ça que moi, je suis de ton avis, avoir des paliers, des objectifs à chaque fois, au lieu de toujours lâcher, lâcher. Mais on a tout le temps envie de lâcher, c'est ça le truc. Ah, mais toujours, dès que tu es à l'aise, on quelques sent qu'on secondes. est à l'aise, on se dit c'est sûr ça va tenir, alors que pas du tout. Il faut se forcer à les tenir, c'est 10 ou 20 secondes là sur un doigt et après tu passes à l'étape suivante. De ouf. Et ça, moi, ça m'a beaucoup fait progresser, justement, de me dire, non, lâche pas, de toute façon, tu vas tenir 2 secondes et tu vas même pas les tenir, en fait. Tu vas résister. Bon, c'est bien de faire ça de temps en temps, je le fais quand même, parce que voilà, mais c'est bien de tenir aussi. Du coup, toi, Pierre, quelles sont les étapes et est-ce que tu t'es gouré toi aussi au début ou Alors, les étapes comme ça, ouais, moi je me souviens, j'avais parlé avec Mister H qui me disait, ouais, la technique des doigts, ça marche énormément. Ouais. Après, franchement, avec le recul maintenant que je l'ai, je pense que moi, personnellement, si je devais apprendre le one arm à des gens qui ont déjà un très bon handstand, je les ferais travailler sur 2 barres de hauteur différentes. C'est-à-dire, par exemple, la barre qu'on a pour faire les fronts, tout ce genre de choses, et une barre au sol. De vraiment décaler. Généralement, quand on a un bon handstand, on arrive à tenir déjà cette position, d'avoir une main beaucoup plus haute. Ah oui, que l'autre, c'est-à-dire, ok. Voilà, c'est d'en avoir une plus haute. Alors, elle est fléchie, hein, on n'est pas tendu complet, mais c'est de se dire, voilà, déjà, j'arrive à décaler. Tenir le handstand comme ça, déjà, ça nous met plus de pression sur l'épaule sur laquelle on a envie de décaler. Donc, forcément, on travaille davantage. Et juste le fait de tenir cette position, on va travailler l'épaule. Alors que si on fait que des essais et qu'on ne prend pas le temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est je lâche, je lâche, je lâche, mais il n'y a aucun moment donné, il y a du renfort. Et l'épaule, pas renforcée, elle ne pourra pas le tenir, le one arm. Donc, c'est déjà de faire ça et de se dire aussi, c'est que on a tendance à vouloir décaler les jambes, à défaut de vouloir décaler tout le buste, le buste, le bassin, les jambes. Et du coup, quand on décale, qu'est-ce que c'est? Ben, normalement, la main, elle a envie de lever. Là, l'avantage, c'est quand on décale, on a déjà la main qui est en haut. Donc déjà, on n'a pas le problème de ma main, elle est trop haute, elle est trop basse, elle n'est pas assez repoussée, parce qu'elle est déjà repoussée et déjà dans l'axe qu'il faudrait avoir si mon bassin et mes jambes sont déjà bien placés. Donc ça nous permettrait d'avoir déjà beaucoup plus la bonne position et de l'avoir beaucoup plus tôt. Après, la technique des doigts, ça marche très bien, je le fais même encore. Et ce qui marche aussi, c'est d'utiliser entre le pouce et l'index, d'utiliser le creux entre ces 2 doigts pour essayer, surtout sur barre. On a la barre et vraiment on pose ici. Ça nous permet de passer facilement de la main complètement qui agrippe la barre à juste déjà libérer cette main
pouvoir quand même mettre du poids et puis peut-être après, au fur et à mesure, lâcher, retoucher, des trucs comme ça. Et ça va nous aider à progresser. Et après, quoi qu'il arrive, ce qui marche toujours très bien, c'est juste de bloquer la main sur la barre, mais surtout d'apprendre à contrôler toujours comme un joystick l'autre poignet, parce que c'est le poignet qui va nous permettre de récupérer notre équilibre et de le maintenir. Le problème, c'est qu'on a tout le temps tendance à bloquer ce poignet, essayer de lâcher et dire, attends, je comprends pas, je tombe. C'est normal qu'on tombe parce qu'au premier déséquilibre, on ne récupère pas l'équilibre et on ne sait pas dans quelle position. C'est je tombe à gauche, ok, très bien, et puis je tombe tout le temps à gauche. Il y en a et ça fait 3 mois ils tombent à gauche et ils se sont jamais donné comme idée de allez, pourquoi j'essaierai pas de tomber à droite. Et ça va les aider à faire du renfort, travailler le poignet, travailler tous les angles possibles au niveau du poignet et du coup après récupérer un one arm beaucoup plus rapidement. Ok, très bien. J'ai une autre question de Johan là. Je pense que lui, il a déjà le one arm handstand avec les jambes écartées, donc en straddle. Justement, il demande comment s'entraîner pour passer du one arm handstand straddle à full et ramener la main. Donc, imaginons le long du corps. Donc là, je pense que c'est déjà un niveau supérieur. Il ne faut pas se précipiter, je pense. Mais du coup, vous, c'était quoi ces étapes-là, justement, pour passer, on va dire, du one arm handstand qu'on voit un peu partout, que ce soit en compétition ou dans les vidéos, etc., qui est le straddle, le plus connu, tu vois, parce que je pense que c'est la première étape. Comment aller au-delà? Courmel. Pour moi, j'ai complètement dissocié le straddle du full, tu vois. Ok. Je l'ai travaillé à part et franchement, j'ai fait que des tries. Et pareil sur les doigts, je vais rester sur la même méthode que tout à l'heure, que des tries sur les doigts, sur 3 doigts, sur un doigt. Euh, et je pense que c'est un peu plus chaud que le straddle dans le sens où tu as moins de marge d'erreur. En straddle, tu as ton bassin, tes jambes, tu peux jouer un petit peu, alors qu'en full, tu déportes un peu, tu décales un peu tes jambes, tu tombes plus facilement. Donc, ouais, moi, franchement, j'ai fait que des trails. Et après, pour ce qui est de ramener sa main au bassin, pour moi, la seule chose à comprendre, c'est que quand tu fais des mouvements avec ta main libre en handstand one arm, tout joue sur ton épaule libre. En fait, quand tu décales ta main, à partir du moment où ton épaule ne bouge pas du tout, pendant que tu décales, en fait, il y en a, genre, ils vont ramener la main, ils vont tirer l'épaule là vers le bas. Ça décale tout, ça casse toute ta forme. Alors que si tu ramènes le bras en gardant l'épaule dans la même position, exactement la même, et ben là, ça ne bougera pas logiquement. Il faut prendre son temps, le faire tout doucement, pas ramener comme un porc super vite, comme on fait tous au départ pour vite se placer. Et on va se dire que le fait de le faire vite, ça ne va pas faire perdre l'équilibre, alors que si, il faut vraiment le faire tout doucement, prendre son temps. Et voilà. Après, c'est répéter, répéter, répéter. Ok. Pierre, toi, tu es passé par d'autres Alors, étapes, mais tu es quand même d'accord avec cette idée? Alors, vu qu'il a bien parlé du full à ramener la main, moi, ça va être plus de la straddle à la full. Globalement, il faut se dire que si on n'a pas la bonne forme en straddle, qu'on compense avec le bassin en arrière et les jambes en avant, on ne pourra pas passer à la full dans le sens où la full, qu'est-ce que c'est? C'est bassin bloqué et on est vraiment droit de face et de profil. Donc, si on voit qu'on galère à passer en full, il faut déjà regarder de profil ce que ça donne au niveau de la straddle. Et il va voir que c'est pas déjà aligné et qu'il va pouvoir travailler sur son alignement avant de vouloir passer en full. Et après, une fois qu'on a la full, globalement, où est la différence? C'est de se dire que vu qu'on est moins écarté, le centre de gravité, il peut moins bouger pour pouvoir stabiliser au niveau du handstand one arm. Donc après, c'est de se dire qu'est-ce qui va me permettre de stabiliser? Je ne peux plus utiliser mon bassin, je ne peux plus utiliser mes jambes. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste la main de l'autre côté. C'est pour ça qu'on voit énormément de gens qui vont bouger la main du côté alors qu'ils sont en full. Parce que c'est quoi? C'est une compensation, c'est son poignet qui n'est pas assez renforcé et qui ne peut pas assez maintenir la forme. Et du coup, on déporte le défaut sur la main libre. Et c'est pour ça que ça va être encore plus dur de ramener la main, parce qu'au moment où on ramène la main, on n'utilise plus que le poignet. Donc c'est là où on se dit, le plus important, c'est le renfort du poignet. C'est d'avoir un joystick super puissant et le plus ample possible pour pouvoir contrer, mais pas trop ample par rapport au renfort, parce que sinon on va trop partir dans les extrêmes, on ne le tiendra pas. C'est une balance entre l'amplitude qu'on va avoir du poignet et la force pour pouvoir le maintenir. Ok. Et tout le reste, c'est que des compensations.
Voilà mon point de vue. Écoutez, les gars, vous rentrez quand même bien dans les détails, c'est super cool. J'apprends des choses, hein. J'apprends des choses aujourd'hui. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent, ils apprennent énormément de choses. Je rappelle pour les gens qui veulent aller voir sur YouTube, qui écoutent sur Spotify, allez voir sur YouTube parce qu'il y aura des vidéos en même temps pour vous montrer tout ça. Je vais continuer sur quelques questions. Donc, on a des gens, par exemple, il y a Guirec qui nous demande comment on fait alors qu'il le tient 30 secondes en straddle. On a Anto qui nous demande tuto SVP, Anto 13. Okay. Tu me laisses tranquille, c'est un fou. Et tiens, un truc intéressant, il y a pas mal de gens qui en parlent de ça, c'est comment gérer sa respiration quand on est en one-arm handstand. Et est-ce que ça joue la respiration sur la technique, sur tout ça? Pierre, si tu peux commencer. Alors, ça joue énormément parce que c'est un peu comme tout exercice physique. Si on ne respire pas, ben, concrètement, au niveau des cellules, juste physiologiquement, c'est pas bon. Mais après, au-delà de ça, si on pense juste au one arm, c'est de se dire, alors, on ne respire pas. Pourquoi on ne respire pas? Parce que ça nous fait bouger au niveau de la cage thoracique, donc ça nous fait des déséquilibres. Et si on a un problème au niveau de l'équilibre, bah, ça augmente notre déséquilibre et donc on ne tient pas. Donc au début, c'est facile, on essaye de faire de l'apnée. Le problème, c'est quand on veut dépasser les 10-12 secondes, eh ben, ça commence à être un peu plus compliqué. Et le problème de l'apnée, ben, c'est qu'après, ben, les cellules, elles n'ont plus l'oxygène nécessaire et ça commence à être vraiment compliqué au niveau de tout ce qui va être force musculaire, tout ça. Donc moi, le conseil que je pourrais donner, globalement, c'est ce que je faisais, c'est déjà, je m'entraînais seul pour pas qu'il y ait trop de paramètres autour qui puissent jouer sur mon équilibre. Et après, au niveau de la respiration, c'était d'essayer de respirer lentement et aussi de jouer sur la musique. C'est-à-dire qu'il y en a plein, ils sont là, ils mettent leur drop de free, de force. Moi, je passais sur du Ludovico et une musique pour essayer de tenir, faire calme, pour essayer de relâcher un peu au niveau de la respiration. Là, je comprends. On essayait de caler la respiration dessus et mine de rien, ça portait un peu ses fruits. Mais quoi qu'il arrive, il faut apprendre à respirer. Si on n'arrive pas à respirer, ben, on reprend le handstand et on essaye de respirer sur le handstand. On essaye de se poser, de faire des max avec au niveau de la respiration. Et puis une fois qu'on voit que ça va, eh ben, on recommence toutes les étapes par lesquelles on était passé au niveau de la respiration, de voir si c'est possible. Et à un moment donné, on voit qu'on commence un peu à rigoler, on peut commencer à parler en one arm, on peut commencer à faire des pierres, feuilles, ciseaux avec des potes à nous qui sont aussi en one arm. Et puis là, on commence à gérer le truc. Mais c'est pareil, c'est la compensation. On n'a pas encore assez de force, assez d'équilibre. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne respire pas. C'est tous les problèmes comme ça, c'est de la compensation par rapport à les capacités qu'on va avoir pour bloquer nos bassins, nos membres, pour bien maintenir le poignet, par exemple, sur la barre. Donc voilà, globalement, ça sera vraiment la compensation et c'est la facilité de ne pas respirer. Mais au fur et à mesure qu'on progresse, on arrivera à d'autant mieux respirer. Toi, Carmel, tu es d'accord avec ça? Ouais, bah franchement, sur tout ce qu'il a dit, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que c'est nickel, quoi. Mais pour moi, principalement, quand tu sais pas respirer, admettons en étant sur les doigts, en handstand, Oui. c'est que tu n'as pas assez de force pour pouvoir respirer correctement. Du coup, bah, comme il a dit, c'est d'apprendre à respirer en handstand déjà, décaler son poids, ça va respirer sur 5 doigts, ça va respirer sur trois doigts, et s'y concentrer. Et par rapport à ce qu'il a dit, la musique, en vrai, c'est hyper important. Et je vais parler de Lucas Populaire. Il me gave avec sa musique latino. Je ne comprenais pas. Moi, j'étais un mec à écouter du son bien vénère qui sort tout droit de la porte de Satan. Là, et au final, bah, ça te déconcentre. Tu ne te rends pas compte, mais ça te déconcentre vraiment. Okay. Calme, respire calmement au début, tout doucement. Même si c'est des petits souffles, au moins, ça t'apprend. Et petit à petit, apprendre à prendre de plus en plus de grosses respirations et ça peut être pas mal. Ok, bah moi je prends mon exemple parce que justement ça peut être intéressant pour les gens qui sont en train d'apprendre le one arm handstand. Parce que moi je suis en train de l'apprendre. Bon, j'ai commencé il y a un peu plus d'un an. Ça c'est mon rythme, hein, forcément. Je consacre pas tout mon temps à ça, mais j'aime le travailler là en ce moment beaucoup plus et je progresse. La respiration, moi c'est un truc sur lequel j'ai bloqué au départ, un peu comme quelques figures de force. Et moi, je dis, bah, par exemple, pour une personne qui lance
ses premières planches, ses premières figures en général, moi, je conseille de ne pas forcément respirer si elle tient que 3 secondes, tu vois, se concentrer sur forcer et après commencer à respirer. Parce que en 3 secondes, si tu ne respires pas, ce n'est pas trop grave, c'est que 3 secondes, tu vois. Et le one arm, moi, j'ai fait un peu pareil. Au début, j'essayais de tenir, je ne respirais pas. Et j'ai commencé à apprendre à respirer et d'abord sur les doigts, quand je commençais à bien tenir sur les doigts, là, tu apprends à respirer. Et là, en fait, tu respires d'une façon trop bizarre. Si tu respires pas comme ça dans la vraie vie, Ouais. tout est lent comme ça et j'arrive vraiment à me concentrer comme ça. Tu vois, c'est un truc de ouf. Si tu respires en mode, tu as couru un marathon avant, c'est très, très chaud. Et c'est vrai que tu as tes poumons qui bougent, tout ça, et ça peut déconcentrer. Euh, on va continuer quelques questions. Vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on va répondre vite fait. Au pire, je fais une question Carmel, une question Pierre. Allez, Yes. ça marche. Ok, Pas let's de souci. go. Tu as une question pour Carmel, par exemple, de Djibril. Quelle est la position de la main idéale? Voilà, en quelques mots. Pour moi, c'est ta main la plus forte. Ouais, Donc en planche, tu vas peut-être pas forcément le voir, mais franchement, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend de tes autres moves. Admettons, tu travailles ton front, tu as plus tendance à aller travailler ton front à droite, bah, peut-être que ton bras le plus fort, ce sera le bras droit. Mais après, l'idéal, c'est de le travailler des deux côtés en vrai. Je pense qu'on est ouais. pas mal, vraiment énormément d'athlètes à avoir fait l'erreur de le travailler que à droite ou que à gauche. Et tout ça, ça amène des équilibres. Donc, je ne peux pas conseiller aller chercher un bras plus fort. Le top du top, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de directement travailler les étapes des deux bras. Donc, Ok, tant que tu n'as pas ton déport sur 5 doigts à droite et que tu l'as à gauche, eh ben, ne passe pas à l'étape suivante avant de l'avoir des deux côtés. Tu vois. Ça, ok. c'est l'idéal. Après, tout le monde ne va pas forcément le faire, mais c'est le top du top pour ne pas avoir de déséquilibre musculaire, je pense. Ok. Et vraiment sur la position de la main idéale, est-ce que, par exemple, pour une personne qui travaille au sol, est-ce qu'il y a une position de la main, une manière de mettre la main au sol, par exemple? Je sais Alors, il y en a qui font des handstands avec les doigts un peu repliés, mais moi, j'arrive même pas à les faire parce que ouais, je suis pas assez souple. ok. Est-ce qu'il y a vraiment une position de la main ou c'est un peu au feeling, c'est un peu comme on veut, quoi? Bah, moi, je pense que le top, c'est d'écarter déjà ses doigts au maximum. Ça va t'aider de ouf. Ok. Et moi, je suis un peu d'avis, quand je lance mes one arm au sol, en tout cas, je prends un tout petit peu de biais, très légèrement, de manière à mettre mon index vers le haut. J'ai ça comme repère. Et après, au niveau du regard, moi, quand je fais mes one arm, je regarde le creux ici. Et je ne D'accord. bouge pas du tout mon regard d'ici. Et ça m'aide plutôt pas mal. Et ouais, j'ai tendance aussi à plier un petit peu les doigts. Ça m'aide un peu pour jouer, pour essayer de renvoyer mon équilibre. Et enfin voilà. Ok, ça marche. J'aurais une autre question pour toi, Pierre. Bon, là, c'est pas une question, c'est un constat, c'est un fait. Mon bassin pivote constamment. Est-ce qu'on a déjà répondu à la question en parlant, par exemple, du travail contre le mur, etc. Est-ce que tu peux rajouter peut-être un truc là-dessus? Ouais. Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est se filmer de face, de profil. Si de face on voit rien, globalement, on va le voir énormément de profil. Ok, Si mon bassin pivote, c'est que j'ai une jambe qui est plus en avant que l'autre. Donc après, ça va jouer du coup sur les capacités de la personne à être, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la souplesse, à être souple au niveau du bassin, d'aller chercher vers le grand écart, mais ça va être de vraiment bien placer son bassin et ses jambes dans le même plan. Vraiment, si on imagine, on regarde de profil, si je tire un trait et qu'il y a quelqu'un à gauche et l'autre à droite, on sait direct qu'on ne va pas pouvoir tenir. Et c'est le bassin qui tourne, c'est la traduction de j'ai des éléments un peu à gauche, à droite et ils ne sont pas centrés. Alors des fois, on peut quand même tenir le handstand parce que on va mettre les jambes d'une façon où on va compenser avec le bassin en arrière et du coup, on va pouvoir tenir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de hand balancers qui vont tenir par exemple le FIGA. Le FIGA, qu'est-ce que c'est? C'est la forme de L où on a vraiment le bassin qui part en arrière, les jambes en ouais. avant. Donc on n'est pas du tout aligné de profil, mais par contre de profil, on va voir que la jambe droite et la jambe gauche sont confondues. On ne verra pas de différence. Donc c'est de se dire, voilà, si j'ai le bassin qui tourne, c'est que globalement, j'ai un pied qui est plus en avant que l'autre. Moi, je reçois des messages sur Insta, ils m'envoient des vidéos
Et globalement, c'est ce qui ressort tout le temps. Il y a toujours une jambe qui est plus en avant que l'autre. Déjà, de bosser là-dessus, au-delà de bosser le bassin aligné avec les pieds et aligné avec les épaules, c'est surtout de bosser les deux jambes l'une par rapport à l'autre. Et puis après, c'est renfort au niveau des abdos pour maintenir le bassin, apprendre tout ce qui est rétroversion du bassin pour pouvoir bloquer un bassin, un peu comme ce qu'on apprendrait pour avoir la planche. Mais globalement, c'est ça. C'est de se filmer de profil. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner pour les gens qui commencent à tenir et qui se disent putain, tout est bien, mais j'ai le bassin qui tourne. Et ça, c'est vrai, on en parle souvent en street en général, hein, quand vous avez des déséquilibres ou des manques de force, etc. Filmez-vous, c'est là où on voit les points faibles, quoi. Si on ne se filme pas, on perd du temps. Ouais, voilà. Vraiment, c'est là où on a perdu énormément de temps. Il n'y a personne qui se filmait, ou alors on se filmait quand on faisait une perf, mais quand on était nul, on ne se filmait pas, on attendait que ça devienne mieux. Le plus important, c'est de se filmer quand on rate. Quand on réussit, ouais, super pour Instagram, mais ce n'est pas ça qui va nous aider à progresser. C'est sûr. Voilà l'idée. Ok. Écoute, là, grâce à cette réponse, on a répondu à plusieurs questions. Enfin, grâce à vos réponses en général, on a répondu à plusieurs questions posées, comme par exemple, niveau du bassin à voir, etc. Tips doigts pour le one arm handstand au sol, ouais, ça c'est validé complètement. Respiration, ouais. Positionnement du bassin encore, positionnement de la main. Ouais, on parle un peu de renfort, par exemple, des handstand push-up. Est-ce qu'il faut avoir de la force dans les épaules, etc. Est-ce que pour vous, c'est quand même un gros point à aborder ou alors il faut quand même faire du handstand, du handstand, du handstand et on peut dire que ce renfort-là, one arm handstand, handstand push-up, tout ça, ça accompagne, mais c'est peut-être pas la première chose à faire. Rommel, toi, par exemple. Moi, pour mon cas, handstand push-up, j'en ai pas réellement fait. Ouais. Pour mon cas, ça n'a pas été primordial pour avoir une one arm. Mais après, comme je t'ai dit, j'avais déjà une bonne base dans les épaules, donc j'en ai pas forcément eu besoin. Mais pour ceux qui n'ont pas vraiment de force au niveau des épaules, c'est toujours bénéfique. Oui, c'est du handstand plus. push-up, ça va te renforcer de ouf. On peut pas cracher dessus, c'est pas possible. Mais après, ce qui est vraiment pas mal, c'est de faire du temps à vide, en handstand vide, ou face à un mur, aller chercher des records pour travailler son endurance et sa force. Ça peut être pas mal. Après, les press handstand aussi, elles sont cool. Et ouais, franchement, handstand push-up, ça aide. Hein. Franchement, si ça chauffe le mec de caler ça dans son training, ça peut être que bénéfique. Ouais, voilà, faut avant tout kiffer ce genre d'exo. Et après, je pense, moi, ça peut rajouter que du plus. Je sais pas ce que tu en penses, Pierre, toi. Mais c'est peut-être pas primordial. Si. Pour moi, il faut juste se dire que le one arm, que globalement, c'est de l'équilibre. Si j'ai pas l'équilibre, qu'est-ce que je peux faire pour le compenser? C'est tout le temps un problème de compensation. Hein. Ah, Mais vu d'accord. que l'équilibre, je l'ai pas, que je compense par la force. Donc, quoi qu'il arrive, les handstand push-up, ça pourra aider dans le sens où j'aurai plus de force et donc j'aurai moins besoin d'équilibre pour tenir la position. Il y a des gars comme Nika de Lyon, le mec, il a aucun équilibre, c'est full force, mais ça tient quand même. Ok, je vois. Ok. Les gars, on va terminer sur. Là, on a vu pas mal de questions. Pierre, tu m'as dit que tu avais quelques questions. Est-ce que tu penses qu'on a tout abordé? Ouais, globalement, c'est ce que je regardais tout à l'heure. On a quasiment tout dit. Au pire, si tu as d'autres questions, parce que Carmel, tu dois bientôt partir. Au pire, si tu dois partir et que Pierre, tu as d'autres questions, tu pourras finir tout seul, tu vois. On verra. Ouais. Juste du coup. Mais globalement, c'est bon. Ok, vas-y, on termine sur la dernière partie. Vos inspirations, qui vous suivez sur les réseaux, qui vous inspire, par exemple, dans votre entourage qui fait du one arm. Comme toi, Carmel, je sais que Lucas est quand même assez proche de toi. Enfin, vous habitez pas loin, tu t'es entraîné avec. Est-ce que vous avez des camarades d'entraînement, des trucs comme ça, ou vraiment des champions de hand balancing, de street que vous kiffez? Carmel, si tu peux commencer. Ouais, moi, en grosse inspi, un athlète du Nord, près de chez moi, je vais dire Mister H. Ouais. Lui, en one arm, c'est la folie. Il s'amuse, hein, il fait tout ce qu'il veut en one arm. Donc, quand j'ai commencé le street, il était déjà là, bien présent et chaud.
Donc lui, il m'a pas mal chauffé. Et après, bah, comme tu as dit, Lucas Populaire, c'est avec lui que je m'entraînais. Lui, il était focus là-dedans. Donc faire mes trainings avec lui, ça m'a vraiment, vraiment bien chauffé à le travailler. Et voilà. Ok. Après, il y a Anto aussi, athlète français vraiment vénère. Franchement, en one arm, super chaud, super endurant. Et Ali aussi, il en a parlé tout à l'heure, Pierre. Je vois ses vidéos en one arm, c'est magnifique. Après, voilà, pour le moment, là, c'est les seuls athlètes que j'ai en tête. J'ai Ok. oublié, mais globalement, c'est eux qui sont grave chauds. Ok, ça marche. Bah, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent, là, je mettrai les liens des pages Insta qu'il vient de dire, là, justement, en description directement. Donc, si vous voulez de l'inspiration, de la motivation, il y aura ce qu'il faut. Et toi, Pierre, quelles sont tes inspirations? Alors, bah, déjà, j'ai mes potes. Ali, parce que c'est lui qui m'a donné envie de le faire. Ouais. Après, Anto, parce qu'on s'entraîne très souvent ensemble et on essaye de réfléchir à pas forcément des nouveaux moves, mais des transitions ou des conneries comme ça. Après, ouais, Mister H, jamais rencontré, mais déjà parlé avec, super sympa. Et sinon, à un autre niveau, bah, tous les mecs qui font du home balancing. Je crois qu'il y a Omar, je ne connais pas personnellement, mais il est très très chaud. Et après, un peu plus loin, ce serait Bodarenko, Andriy Bodarenko, dont lui, c'est carrément Ok. le métier. Et un dernier en ce moment qui buzz beaucoup sur Insta, c'est Emo Calisthenics. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est le gars qui fait des one arm, par exemple, sur des, comment ça s'appelle? Sur des bosus, c'est des demi-sphères coupées où il tient en Ok, équilibre sur quelque ouais. chose qui est déjà en déséquilibre. Il arrive à en mettre deux. En ce moment, j'ai vu ça. Ou alors de le faire même sur en salle de sport où vous avez les poids, les disques sur les côtés et les barres et faire ça au-dessus des paras. Donc ça donne des idées. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais au moins, voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, le but, c'est de suivre des gens qui ont 15 fois notre niveau. Je ne veux pas dire forcément pour se rabaisser et dire qu'on est nul, mais d'être nul et de travailler notre nullité, ça peut que nous apporter du positif Ça et pousse. on sera moins nul. On ne dira jamais qu'on est bon parce qu'on ne se trouvera jamais bon, mais on sera moins nul. Ok. Ok, ça marche. Bah, écoutez, ouais, je vais mettre les Insta en description, tout ça. On a parlé quand même de pas mal de choses là. Ça va faire bientôt 1 heure. Est-ce que du coup, tu avais une question, toi, Pierre, que tu avais sur Insta ou pas? Globalement, c'était toutes les mêmes. Après, juste, j'avais un truc toujours sur le positionnement de la main. Bon, il en avait déjà parlé tout à l'heure, mais c'est toujours se dire que la position de la main, elle doit être la plus neutre possible. C'est un peu comme quand on joue à la play et qu'on prend les joysticks. Le joystick, quand on joue pas avec, il est tout le temps au milieu. Donc, c'est de se dire, quand je suis en one arm, mon but, c'est que le joystick, il reste au milieu. Et si j'envoie Ok. à gauche, à droite, voilà, c'est vraiment pour récupérer mon équilibre. Si je suis déjà placé d'un côté, faut juste replacer le joystick au milieu pour pouvoir progresser et tenir beaucoup plus longtemps. Ok. Voilà, c'est Bah, juste le seul truc important. au moins, c'est Après, j'ai très bien imagé. Au moins, c'est ça marche. imagé. Et bah, les gars, je pense qu'on va terminer là-dessus, hein. Merci à vous deux, merci à toutes les personnes qui nous écoutent sur tous les podcasts. J'espère que ça vous a aidé, que leurs conseils vont vous aider pour votre progression. J'espère que vous n'allez pas lâcher, que vous allez avoir votre One Arm Handstand. Et n'hésitez pas à les suivre sur Insta. Donc, ton Insta, c'est Courmel, c'est ça? Courmel Yonko, ouais. Courmel Yoko. Courmel-du-bas Yonko. Voilà. Et Pierre Statique en ce moment. Moi, en ce moment, c'est un peu du troll aussi. Oui, Mais ouais, en ce moment, c'est ça, ouais. C'est Pierre.statique, ouais. ok, bah, de toute façon, voilà, donc je mets aussi leur Insta en description. Si on vous envoie des messages pour des conseils, je pense que vous répondez en général. Carrément avec plaisir. Ok, bon, ils peuvent répondre s'ils n'ont pas le temps voilà, c'est pas On forcément le temps. répondra. Mais voilà, c'est des gars qui prennent le temps de répondre et c'est ça qui est super cool. Voilà, donc vous pouvez nous suivre sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube, sur Instagram, nous aussi, SW Athlète Official, donc Street Workout Athlète. Moi, personnellement, Matt Braise, sur la chaîne YouTube Matt Braise aussi. Et vous pouvez aussi aller voir la boutique en ligne Street Workout Athlète pour les nouvelles collections qui sortiront très bientôt. Et les gars, je vous remercie beaucoup. Je vais vous libérer parce que je sais que vous avez une vie vous aussi. Et,
Et voilà, s'il y a un petit mot de la fin. Ouais, bah, merci à toi, Matt, hein. Et puis, bah, tout ce que j'ai à dire pour ceux qui vont s'inspirer un peu en vidéo, c'est de pas lâcher. On voit souvent des vidéos sur Insta, on se dit, bah, le mec, il a eu ça rapidement. T'essayes, ça marche pas. C'est des années de pratique, des années de renforcement. Il faut pas lâcher. Les progressions, c'est toujours pour tous les athlètes, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est les montagnes russes. Donc, il y aura des moments où ce sera bon, des moments où ce sera moins bon. Faut jamais lâcher, toujours continuer. Ne pas casser des murs comme j'ai fait pendant mes trails en armes. Je sais pas si tu as vu, Matt. Euh, Si, je crois que Je te l'enverrai. je mettrai l'image. Je mettrai l'image. Il faut que tu la mettes. Mais enfin voilà, pas lâcher et toujours bombarder, s'entraîner et ça va progresser. Voilà. Ok, un petit mot de la fin, Pierre? Ben, merci d'avoir pensé à moi déjà pour faire ce petit podcast. Toujours un plaisir de parler de OneArm, de découvrir des nouvelles personnes et en même temps de continuer à te voir parce qu'au final, on a dû se voir peut-être 3 fois dans notre vie, mais bon, c'est toujours un plaisir. Et puis voilà, tous ceux qui s'entraînent là-dessus, lâchez pas. Tous ceux qui veulent commencer, n'hésitez pas. Et si jamais il y a besoin d'aide, on est là pour aider. Enfin, c'est avec grand plaisir. Moi, quand j'ai commencé, je voulais de l'aide de partout. Et maintenant que je peux en donner, c'est vraiment avec un énorme plaisir. Et je finirai juste par une petite dédicace à ma secrétaire qui a fini en PLS dans mon lit en train de dormir. Il n'y a plus personne là. Ok, bah les gars, je vous remercie tous les deux. Et puis, on va souhaiter du coup un bon training à tout le monde. Ciao les gars. Ciao, ciao. Merci, ciao.